Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 19h sur Monaco Info. Tout de suite, le sommaire. Le cocktail annuel du Conseil économique, social et environnemental vient de se terminer. L'occasion pour sa présidente, Caroline Rouguenion-Vernin, de faire le point à nos côtés sur les thématiques traitées par l'Assemblée en 2023. Et puis dans ce journal, vous découvrirez la 5e édition des trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco. Elle s'est tenue hier soir à l'espace Léo Ferré. Une nouvelle journée de dépistage du VIH a eu lieu aujourd'hui en Principauté. Nous avons suivi pour vous cette démarche de santé publique qui s'intitule Test in the City. Reportage donc à découvrir dans quelques instants. Et puis nous vous emmènerons à Dubaï pour parler rugby avec notre envoyée spéciale Émilie Rousseau. Les Monaco Impies participent en effet ce week-end à l'Emirates Dubai Sevens qui est, vous le verrez, en plein désert. Le 1er décembre approche, vous le savez, cette date est synonyme d'une chose, l'ouverture de la première case de votre calendrier de l'Avent, une tradition devenue vrai phénomène de mode pour les consommateurs. Et vous le verrez avec notre invité, le sociologue de la consommation, Patrice Duchemin, il y en a pour tous les goûts. Et pour finir ce journal, un nouveau numéro de Ceux qui font Monaco vous attend, cette fois-ci découverte de Saladine. Mais nous débutons cette édition avec la séance productive du Conseil national. Elle a eu lieu hier soir avec le vote d'un nouveau volet, le 3e de dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Différentes mesures destinées à adapter toujours plus la législation monégasque aux exigences du rapport Monneval. Autre vote notable, le congé paternité pour les salariés du privé a été allongé. Il s'étendra désormais à 21 jours contre 12 auparavant pour une naissance simple et à 28 jours contre 19 en cas de naissance multiple ou pour les foyers ayant déjà 2 enfants. Une avancée sociétale destinée à soutenir la parentalité. Je vous propose d'écouter Christophe Robineau, ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui portait justement ce projet. D'un point de vue sociétal, ensuite, ce projet répond à divers objectifs auxquels le gouvernement est attaché et qui sont partagés par la Commission. Ces objectifs concernent notamment la promotion de l'égalité entre les sexes, le soutien à la parentalité et au bien-être des enfants et plus largement la réponse aux besoins changeants de la société en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour les salariés tout en dotant les entreprises par étalonnage à l'international d'un outil d'attractivité et de rétention des talents. Aujourd'hui s'est tenu le grand cocktail annuel du Conseil économique, social et environnemental, l'occasion de faire le point sur cette assemblée qui a pour but de donner un avis sur des questions de société centrale et qui intéressent la vie économique du pays. Pour nous en parler, nous sommes ce soir avec sa présidente Caroline Rouguenion-Vernin. Bonsoir. Bonsoir Julia. Alors, en cette fin d'année 2023, peut-on faire le bilan de l'activité du Conseil économique, social et environnemental juste après donc, le cocktail de fin d'année, justement ? Alors, l'année 2023 a été très chargée pour le Conseil économique, social et environnemental. Cette année, nous avons été sollicités pour de nombreux textes de loi, aussi bien par le gouvernement que par le Conseil national. Alors, il faut savoir que nos conseillers sont répartis dans les différents secteurs d'activité de la vie économique. Donc, ils mettent à contribution leurs compétences pour essayer de donner un avis qui sera un avis consultatif sur les différents textes. Parallèlement à ça, nous émettons aussi des vœux. Et nous avons travaillé sur de nombreux vœux qui vont passer en séance plénière ou qui sont passés en séance plénière chez nous et qui seront transmis ensuite au gouvernement et au Conseil national. Concernant ces vœux ou peut-être les questions économiques qui ont été les plus abordées ces derniers mois, quelles sont-elles ? Alors nous avons bien sûr travaillé beaucoup sur les lois anti-blanchiment. Ces lois anti-blanchiment, en particulier la partie 1 et 2 qui ont été votées au mois de juillet et au mois d'août 2023. Nous avons également été sollicités par notre ministre d'État au niveau de l'accord avec l'Union européenne et surtout les conséquences d'une absence d'accord au niveau économique. Outre l'économie, quelles ont été peut-être les autres thématiques centrales de cette année, puisque je le rappelle, vous parlez également d'autres sujets variés qui peuvent toucher la principauté ?
Alors effectivement, nous travaillons sur d'autres thématiques et en particulier sur les thématiques sociales également. Donc nous avons travaillé sur l'allongement du congé paternité. Et alors j'ai eu la grande surprise de voir qu'il était à l'ordre du jour d'hier soir et qu'il a été voté à l'unanimité par le Conseil national. Donc nous en sommes très heureux. Nous avons également travaillé sur d'autres projets comme la caisse de retraite complémentaire monégasque. Et nous allons normalement dans notre séance, alors là je vous déflore un petit sujet, mais demain en séance plénière, nous devrions travailler sur d'autres projets de vœux sociaux, dont la formation professionnelle pour les adultes ou les contrats de travail à faible nombre d'heures. Donc il y a de nouveaux vœux qui vont arriver. Concernant votre dialogue avec le gouvernement, quel secteur aimeriez-vous voir évoluer ? Alors, pour être parfaitement honnête, aucun, parce que notre dialogue avec le gouvernement est parfait. Donc, on échange régulièrement. Nous sommes membres certains de nos conseillers sont membres de différentes commissions qui les organisent. Nous les invitons régulièrement dès qu'on a besoin de leurs compétences ou de leurs connaissances sur différents sujets. Donc, le dialogue est parfait. Un mot sur les perspectives d'avenir pour 2024, puisque c'est vrai qu'à chaque fois que l'année se termine, on essaye souvent de se projeter tout de suite sur le futur. Les perspectives d'avenir pour 2024, à mon avis, il va y avoir pas mal de Monéval chez nous. On reste très confiants. En fait, le gouvernement et le Conseil national ont fait un travail remarquable très très vite. Ils ont énormément travaillé sur ce sujet. Et donc, nous restons confiants, mais il reste certainement des tas de choses à compléter. Ça sera un de nos gros sujets, je pense. Merci beaucoup à vous, Caroline Rouguignon-Vernand, d'avoir été présente ce soir à nos côtés sur Monaco Info. Merci Julia. Lors de la 5e édition des trophées de la Jeune Chambre économique de Monaco qui s'est tenue hier soir, les lauréats du 28e concours de création d'entreprises ont été dévoilés. Cette annonce a eu lieu au cours d'une soirée de gala en présence d'officiels et d'entrepreneurs monégasques. Voyez le reportage de Christine Datomel et Alexa Vial. Camille Lopez, qui était à votre place. Une soirée événement qui rassemblait deux catégories. La catégorie graines d'entrepreneurs qui concernait les élèves de la principauté et le concours de la création d'entreprises représenté par 8 finalistes. Les finalistes devaient donc pitcher devant un parterre de 400 personnes pour expliquer en 1 minute leur projet. Une tâche pas toujours évidente, mais qui revêt une grande importance, les projets de ces jeunes entrepreneurs étant très prometteurs pour l'avenir, comme le projet Unseme. C'est une plateforme à destination des aidants familiaux pour les aider à prendre en soin leurs parents ou leurs proches en perte d'autonomie. L'idée, c'est de proposer une plateforme qui permettrait à tout l'écosystème d'aidants professionnels, donc par exemple il peut avoir autant la mairie, le gouvernement que des sociétés spécialisées d'auxiliaires de vie, de se coordonner entre eux pour avoir le meilleur soutien possible. Le second volet sur lequel on aimerait vraiment travailler, c'est face en fait, à l'épreuve que ça peut être la perte d'autonomie d'un proche, d'accompagner avec un accompagnement humain qui serait constitué par des care managers. Les care managers, c'est des professionnels de santé qui vont apporter autant la coordination opérationnelle entre tous les aidants familiaux et aussi accompagner les aidants familiaux dans cette épreuve que peut être la perte d'autonomie. Et si de nombreuses autorités de la principauté et bon nombre d'investisseurs étaient présents dans la salle hier soir, d'anciens lauréats de ce concours l'étaient également. Je suis là pour représenter Atos en fait et puis pour rendre en fait ce que nous a donné comme chance à l'époque le gouvernement et pouvoir supporter les jeunes entrepreneurs à leur tour parce qu'on sait très bien à quel point ce concours peut vraiment être propice à lancer quelqu'un. Pour les gagnants du concours, il y aura 3 lauréats avec des prix financiers. Mais l'important, comme on le dit, c'est de participer, c'est de leur donner une visibilité et des opportunités de peut-être avoir des futurs investisseurs dans la salle ou clients. Le prix du gouvernement pour ce concours 2023, avec une dotation de 40 000 €, a été décerné à Soka, une application pour les commerces qui facilite les échanges entre les restaurateurs et leurs fournisseurs. Arrivé en seconde position, Unseme a reçu le prix de la Jeune Chambre économique de Monaco avec une dotation de 21 000 €. Et les ambulances du Rocher ont reçu le prix Atos Partner et 10 000 € pour les aider à démarrer leur projet. Pour finir, Kids & Co a reçu le prix Coup de cœur du jury.
Comme chaque année, l'association Fightheads Monaco organise son opération de dépistage du VIH Test in the City, un moyen pour tout le monde de se faire dépister gratuitement, rapidement et anonymement. Émilie Terrasson, Alexa Vial et Clélia Renaud sont allées au Stade Louis II où le dépistage était justement organisé. Dépister pour mieux sensibiliser au VIH, c'est l'objectif de l'association Fightheads Monaco. Grâce à des tests rapides à orientation de diagnostic, aussi appelés TROD, chaque personne peut se faire dépister en quelques minutes sans prise de sang. C'est un moment important, une action qui est légitime parce que le sida il continue. Il existe toujours. Le dépistage, il est indispensable parce qu'il permet de rapidement avoir un traitement et plus vite on a le traitement, plus vite soit on éradique le virus, soit en tout cas on est pris en charge dans les bonnes conditions et surtout on évite de transmettre. Et ça, c'est le plus important. Une fois sur place, la personne est accueillie avant d'être dirigée vers un poste de dépistage où un bénévole s'occupe du test, une action soulignée par les patients. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment important de continuer ce combat depuis plusieurs années sur la prévention et la sensibilisation. Beaucoup de personnes sont convaincues, on est en 2023, le virus continue de circuler, donc c'est plutôt un acte pour soutenir l'association Fightheads. En cas de réponse positive, les bénévoles sont formés aux réactions à avoir et invitent le patient à aller faire une prise de sang. Cette année, l'association avait incité les entreprises à parler à leurs employés avec pour slogan « Je prends soin de la santé de mes salariés ». Et je vous informe que ce vendredi, un déploiement de courte pointe en hommage aux personnes décédées du VIH se tiendra à 13 h au musée océanographique. Dans le cadre du centenaire de la naissance du prince Régnier III, une pièce de théâtre a été proposée au lycée Albert Ier. Pièce autour des liens du prince avec le monde littéraire. Reportage de Fabien Bonilla et de Thomas Deus. Chère Colette, vous aviez des liens particuliers avec le prince. Je crois que vous vous écriviez assez souvent. Donc, pour l'évoquer, c'est à l'ami, autant qu'à l'écrivaine que je m'adresse. Le prince en toutes lettres, voici le titre de la pièce jouée ce lundi et mardi durant 3 représentations devant environ 300 élèves. Ce spectacle théâtral scolaire a été conçu par Stéphane Lamotte avec la compagnie Bâle en hommage au prince Régnier III. On voulait montrer d'une part l'étendue du règne du prince Régnier III qui a rencontré de nombreuses personnalités importantes, son goût pour la littérature, pour les lettres, le prince en toutes lettres, sa sensibilité puisque tous les écrivains en fait s'accordent à reconnaître sa générosité, sa simplicité, sa facilité pour y accéder. Et donc là nous avons reconstitué en fait un studio de radio dans les années 50 au début du règne du prince Régnier III. Et le principe en fait est de convoquer la mémoire d'écrivains célèbres, donc Cocteau, Giono, Colette, Senghor, Pagnol bien évidemment, qui ont tous connu, rencontré à plusieurs reprises ou l'espace d'une journée le prince Régnier et qui nous ont laissé des témoignages, des lettres, des archives. Et c'est eux qui parlent du prince Régnier pour lui rendre hommage. 5 personnes sur scène interprétant tour à tour les fantômes d'écrivains célèbres avec des éléments de décor prêtés par l'Institut audiovisuel. Pendant environ 1 heure, on a pu ainsi découvrir le prince Régnier III vu par de grands écrivains qui l'ont connu sur une période allant de 1949 à 1977. Nous ouvrons dans ce journal une page de sport avec la victoire de la Roca Team face au Mans hier soir. Un succès qui confirme encore une fois sa première place dans le championnat de France. Malgré une très belle opposition offerte par le Mans, les hommes de Sasa Obradovic ont tous répondu présents dans les duels et se sont donc logiquement imposés dans la Sarthe 95-84. Et ils auront à peine le temps, c'est vrai, de souffler puisque place maintenant à l'Euroleague avec un choc et la réception de l'Olympiakos à Gaston Médecin. Une rencontre toujours très attendue sur le Rocher qui aura lieu demain à 19 h. Prenons la direction de Dubaï à présent, qui accueille un double événement ce week-end. Le premier, la COP28, la conférence sur le climat, où de nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus à partir de jeudi pour dresser un premier bilan de l'accord de Paris. L'autre événement se déroule en plein désert, c'est l'Emirates Dubai Sevens. Émilie Rousseau, vous êtes sur place avec Hugo Comassa pour Monaco Info pour suivre la participation des Monaco Impies.
Oui, on le rappelle, les Impis, c'est cette équipe créée sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène avec la Fédération monégasque de rugby. Elle a pour objectif de faire évoluer de jeunes monégasques au contact de joueurs internationaux. Vous venez de le dire, donc les Impis participeront au tournoi international Open de l'Emirates Dubai 7 et nous avons suivi avec Hugo Comaza l'un de leurs derniers entraînements en plein cœur de Dubaï. Les joueurs changent, l'équipe évolue, mais l'esprit, les valeurs et les ambitions restent les mêmes. Les Monaco Impis défendront les couleurs de la principauté au prochain Emirates Dubai Sevens, une compétition unique, première étape du circuit mondial de rugby à 7, qui accueille également différentes compétitions et à laquelle les Impis participent pour la 7e fois. The team's growing, they're becoming more and more serious about the game. It's very important for us because it's all about the values. That's why we created this team. It's not about the whole winning or losing, but yeah, creating this team is about respect, discipline, and it's very, very important to us. So we're very happy here what we've done, what we've achieved with Nico and the Federation, the Foundation. Very pleased. I think we've achieved our goals. Un trophée manque cependant aux Impis, celui de Dubaï, qu'ils convoitent depuis longtemps maintenant. Au fil des années, l'équipe s'est renforcée, s'est fait un nom et une réputation en remportant notamment le tournoi mythique du Melrose Sevens en Écosse en avril dernier, le premier tournoi de rugby à 7 au monde. Mais il y a ce goût d'inachevé de l'an dernier à Dubaï. J'avoue que l'année dernière, l'échec à Dubaï m'a fait réfléchir et j'avais vraiment envie de passer la main. Je l'ai en partie fait avec David. Mais avec des amicales pressions, j'ai continué ma mission. Je pense que la victoire à Melrose nous a décomplexés. Après, on dit ça chaque année ici. Il va falloir que ça se concrétise en acte ce week-end. Pour ce faire, Nicolas Bonnet s'est entouré de joueurs internationaux, mais aussi de joueurs monégasques, afin qu'ils puissent s'aguerrir et transmettre à leur tour ce qu'ils vivront à Dubaï. Je peux aider les jeunes monégasques pour, tu sais, apprendre un peu le rugby à un niveau un petit peu plus haut, juste pour les aider un tout petit peu et en regardant voir le monde. C'est une expérience incroyable à Dubaï et surtout que c'est un niveau de rugby que je pense qu'ils ne connaissent pas. C'est ma première sélection, donc ça fait bizarre déjà, parce qu'on n'est que des joueurs pros. Le niveau de jeu il est vraiment élevé et pour moi franchement c'est une bonne expérience et pour même élever mon niveau de jeu après, ça va être franchement je pense un bon début déjà. Et premier match pour les Monaco Impis ce vendredi en plein cœur du désert de Dubaï. Oui, et sachez que le natif de Monaco, Antoine Zegdar, que nous avions reçu sur notre antenne en septembre dernier, participera lui aussi à l'Emirates Dubai Sevens avec l'équipe de France A7. Dans 2 jours, vous pourrez toutes et tous ouvrir la première case de votre calendrier de l'Avent. Autrefois réservé aux enfants, depuis quelques années, le traditionnel calendrier au chocolat se transforme et se modernise pour attirer toutes les classes d'âge. Une manière pour les marques d'être présentes dans les foyers. Pour nous expliquer cette folie autour du célèbre calendrier, Patrice Duchemin, sociologue de la consommation, est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, nous allons donc parler à vos côtés de l'explosion de l'offre des calendriers de l'Avent. Dans un premier temps, comment vous expliquez ce succès fulgurant? Alors, fulgurant, c'est tout à fait le mot, puisque le succès de calendrier de l'Avent ne date pas de 2023, mais on peut commencer à le voir apparaître fortement dans les années, je dirais, 2020 et un petit peu avant 2020. Donc, ça, c'est la dimension commerciale du calendrier de l'Avent qui est de plus en plus visible. Mais historiquement, le calendrier de l'Avent s'est associé à une tradition qui est très forte dans l'Est de la France et qui est associée bien sûr à la confiserie, aux boulangeries, qui fait que le 6 décembre, le jour de l'arrivée de Saint-Nicolas, les enfants peuvent manger du pain d'épices, mais aussi ils ont accès à un calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent, je dirais, religieux, qui est une sorte de décompte jusqu'au jour de Noël. Autrefois dédié, vous l'avez dit, aux confiseries, aux petits chocolats, les marques rivalisent aujourd'hui d'originalité pour proposer des calendriers un petit peu différents. Il y a du saucisson, du fromage, des cosmétiques. J'ai l'impression que tous les secteurs y passent. Alors tous les secteurs sont tentés effectivement d'avoir un petit calendrier de l'Avent, ce qui est déjà
ça révèle quelque chose de notre époque, parce que oui, au début, vous l'avez dit vous-même, c'est confiserie, ça veut dire enfant, ça veut dire petite chose, donc des choses qui coûtaient pas cher, et aujourd'hui, quand on regarde certains calendriers de l'Avent, de luxe, on peut très facilement atteindre des 1 000 €, voire 2 000 €, etc. Donc, premièrement, le calendrier de l'Avent, il est sorti du monde de l'enfant. Donc, sorti du monde de l'enfant, ça veut dire sorti du monde des pas chers et sorti du monde aussi d'une forme de légèreté. Et deuxièmement, il est arrivé au monde de l'adulte. La question, c'est est-ce que les adultes sont devenus des enfants ou bien est-ce que les marques, au contraire, sont toujours appâtées par le gain? Je pense qu'il y a un peu des deux. En tout cas, ce qui est vrai dans le calendrier de l'Avent, c'est que le calendrier de l'Avent, ça matérialise notre temps. C'est-à-dire que, effectivement, pour les plus religieux, ça démarre le 6 décembre. Pour les autres, ça peut démarrer le 15 novembre. Mais en fait, pour tout le monde, c'est une sorte de décompte jusqu'au jour de Noël. Et en fait, aujourd'hui, alors, on est dans une saison aussi où les journées sont plus courtes, les nuits sont plus longues, patati patata. Et donc, il fait que de compter le temps, en fait, c'est une bonne manière de mesurer le temps qui passe, voilà. Et aussi de l'apprécier. Donc, je pense qu'on ne peut pas dissocier l'analyse du succès du calendrier de l'Avent de celui de cette matérialisation du temps. Vous parliez donc de temporalité, mais les marques ne se sont pas trompées également en saisissant finalement un produit, on l'a dit, de tradition qui suscite un grand affect de la part de la clientèle, hein, je pense également. Quand on est du côté des marques, vous parlez du saucisson, du chocolat, etc. En fait, pour les marques, selon moi, il n'y a pas beaucoup de risques. Alors, je ne dis pas beaucoup, ça veut dire qu'il y en a quand même un tout petit. Il n'y a pas beaucoup de risques à faire calendrier de l'Avent. Pour la faire courte et pédagogique, eh bien, c'est simple. Hein. Vous avez des flacons dans votre entrepôt, vous avez des chocolats dans votre entrepôt, vous avez des biscuits, vous les regroupez dans une boîte et puis ça fait un calendrier de l'Avent. La boîte est un peu packagée, hop, ça fait un calendrier de l'Avent. Si vous n'avez pas vendu vos calendriers de l'Avent, vous récupérez vos boîtes, vous récupérez vos produits. Donc, en fait, déjà, il faut bien comprendre que pour un fabricant, un industriel, voilà, une marque de luxe, eh bien, faire un calendrier de l'Avent, c'est zéro risque. Parce qu'il n'y a pas de date de péremption, il n'y a pas de produits qui vont partir, il n'y a pas eu non plus de production de format particulier pour le calendrier de l'Avent. Donc, finalement, d'un point de vue purement économique, stratégique, c'est une bonne idée. Quand vous diffusez des produits comme le calendrier de l'Avent, eh bien, vous commencez à créer un lien émotionnel, parce que tous les jours, vous allez avoir une relation avec le produit. Donc, vous, en tant que femme, en tant qu'homme, qui avez acheté un calendrier de l'Avent, c'est pas par votre passage en magasin qu'on va mesurer votre fidélité, mais simplement, c'est une fidélité émotionnelle, c'est-à-dire que tous les jours, vous pensez à la marque. Pour parler un petit peu plus précisément de contenu et peut-être aller aussi là sur un autre point négatif, j'ai pu lire que certains consommateurs sont parfois un petit peu excédés et accusent certaines marques finalement de vendre des petits échantillons à prix d'or. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est faux. Les gens qui vous disent ça n'ont pas bien regardé le calendrier de l'Avent parce que ce ne sont pas des échantillons, ce ne sont pas des doses d'essai. Et donc, déjà, échantillon à dose d'essai, c'est pas différent, c'est un peu différent. Et puis maintenant, les marques de luxe ont trouvé des miniatures. Et c'est parce que, justement, ce sont des miniatures que ça peut prendre de la valeur. Donc, il y a quand même cette idée. Et Noël, c'est une grande période de régression. Donc, finalement, la miniature, la régression, Noël et l'enfant, tout ça va parfaitement bien ensemble. Donc, moi, je ne suis pas du tout choqué par le fait qu'il y ait des miniatures, mais il n'y a jamais d'échantillons dans les murs. Sinon, c'est trop cheap, vous voyez ce que je veux dire. Pour conclure, avant les fêtes de Noël, quelles sont peut-être les autres habitudes de consommation qui semblent avoir évolué ces dernières années, à l'image du calendrier de l'Avent qui a un succès énorme? Énorme, effectivement. D'abord, un succès énorme en termes de chiffre d'affaires. Hein. Donc, moi, je n'ai pas les chiffres, mais c'est facile à trouver. Mais en fait, Noël, c'est tout à fait intéressant. Noël, c'est à la fois hyper traditionnel et hyper sous la loupe de toute l'évolution de notre société. C'est-à-dire que Noël, c'est pas un monde, c'est pas un moment à part. On pourrait imaginer que c'est un moment à part, on se trouve en famille, on mange du chapon, de la dinde et de la bûche. Mais en fait, si on regarde de près, la bûche et la dinde, c'est pas celle de nos parents. Puisqu'aujourd'hui, dans tous les magazines féminins, par exemple, les magazines de cuisine aussi, vous avez des recettes de vegan. Donc, vous avez des recettes de Noël vegan, vous avez des bûches vegan, vous avez de la viande éthique avec il y a moins de foie gras parce que les animaux ont été un peu forcés dans le gabin, etc., etc. Donc, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que Noël, c'est à la fois hyper traditionnel, donc on pourrait dire c'est comme avant, mais si on regarde de près, c'est jamais comme avant. Merci beaucoup à vous, Patrice Duchemin, de nous avoir apporté vos précisions de sociologue sur l'énorme succès des calendriers de l'Avent. C'est un plaisir. Alors qu'une première représentation du voyage de Toé s'est tenue aujourd'hui, le Théâtre des Muses propose 2 autres dates pour profiter du spectacle. Ce conte pour enfants a d'ailleurs été nommé au trophée de la comédie musicale jeune public 2023. Vos enfants pourront ainsi embarquer avec Toé pour un voyage extraordinaire, poétique, drôle et musical. Il s'agit d'un spectacle interactif sur la différence et la découverte. 2 artistes s'unissent pour faire de l'art un vecteur de messages et rassembler grâce à la musique. Il s'agit du violoniste Yo-Yo Ma et de la chanteuse Angélique Kidjo.
Ils seront tous deux sur la scène du Monte Carlo Jazz Festival ce vendredi pour interpréter Ravel ou encore Bach. Émilie Terrasson, Alban Gingembre et Clélia Renaud ont justement rencontré Angélique Kidjo qui nous parle de sa collaboration avec le violoncelliste. Yo-Yo Ma travaille beaucoup avec les Nations Unies, on se voit souvent à Davos. On a délibérément décidé que l'art doit être là où les décisions se font. On a décidé en fin de compte de parler de l'amitié qu'il y a eu entre les musiciens classiques, le négro spirituel et toutes sortes de musiques, bien avant qu'on arrive maintenant à faire les catégories de ça, c'est telle musique, ça c'est telle musique. Avant, il y avait une collaboration d'instinct et normale entre les plus grands compositeurs du classique, comme la musique de tous les jours, en fait. Donc c'est cette histoire qu'on va raconter. Ceux qui font Monaco, c'est votre chronique présentée par Christine Datomel. Je vous rappelle le concept, se rendre dans des lieux clés de la principauté. Ce soir, Christinda, nous prenons la direction de l'antre de la salade à Monaco pour un déjeuner sain et équilibré. Oui, aujourd'hui je vous emmène chez Saladine, l'endroit préféré des bureaucrates en principauté. Ici, tout est fait maison. Alors, comment l'histoire de Saladine a débuté? La réponse tout de suite en images. Saladine, il faut savoir que c'est le premier bar à salade de Monaco. C'est pas nous qui l'avons créé, c'est notre prédécesseur qui l'a créé en 2010. Nous l'avons repris avec mon associé en 2019. Et depuis, donc voilà, on a repris tout ça avec toutes les péripéties qu'on a eues depuis. On est passé par le Covid et maintenant on subit la crise de l'inflation sur les matières premières, etc., qui sont assez importantes. Notre principe, c'est de réaliser sa propre salade. Donc vous savez, chaque personne a sa propre salade. Le poulet pané, l'avocat, tout ça, c'est les produits phares. Là, en période d'hiver, on fait un peu de soupe et les tartes également. Et courant de l'année prochaine, on va essayer de faire une petite nouveauté, vous aurez la surprise. On va dire allez, 90% de nos produits sont frais, faits maison. On a une équipe en or, on vient tôt le matin pour tout préparer de bonne heure et que tout soit prêt à l'heure de livraison 10 heures maximum. On a un site internet, donc vous pouvez commander quand vous voulez. Dès le matin tôt, la veille, même une application, donc vous pouvez commander n'importe quelle heure. Le plus tôt et le mieux. À partir de 9 h, on réceptionne les premières commandes et on commence à préparer pour que les livreurs qui arrivent à 10 h puissent partir. Et on essaie de tout livrer jusqu'à 13 h. Et entre-temps, on a les gens qui viennent sur place, les lycéens, les gens qui sont à côté, qui viennent sur place. Donc voilà, belle journée. Saladine produit en moyenne 150 salades par jour uniquement en livraison, presque tout autant sur place. Alors n'hésitez pas à commander, surtout c'est de 7 h du matin jusqu'à 11 h 30 maximum, du lundi au vendredi. Et Christine Datomel, à peine on vous quitte dans les rues de Monaco que l'on vous retrouve pour la météo du jour. Alors quel temps fera-t-il ce jeudi 30 novembre ? Eh bien Julia, jeudi on prévoit un temps très nuageux le matin avec de la pluie qui cesse durant l'après-midi et laisse place à quelques rares éclaircies. Mais vous l'aurez compris, la journée sera principalement nuageuse avec de fortes probabilités de précipitations autour de 70%. La température atteint au maximum 12 degrés. Le soleil se lèvera à 7 h 41 et se couchera à 16 h 56. Demain, nous fêterons les André. Je vous propose de refermer ce journal avec les clichés de la pièce de théâtre Le Prince en toutes lettres. Notre photographe Frédéric Nébinger a assisté à l'une des représentations jouées devant plusieurs centaines d'élèves. L'occasion pour ces jeunes de connaître le prince Régnier III sous de nouvelles facettes. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et à demain, bien sûr, pour une nouvelle édition de votre 19 h. En attendant, très belle soirée sur notre antenne.